Au déjeuner de dimanche, ma belle-fille a crié « Tu es un monstre. Je ne te supporte plus. » Tous les regards se sont posés sur moi. J'ai simplement souri délicatement. Je suis allé au cellier, j'ai pris quelque chose et je l'ai posé sur la table. Quand ils ont vu ce que c'était, ils étaient tous sous le choc. « Bonjour, je m'appelle Geneviève Fabre, j'ai 62 ans et ce que vous venez d'entendre est l'histoire vraie qui a bouleversé ma vie. » Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur. Laissez-moi vous raconter tout depuis le début. Tout a commencé il y a 4 ans, en septembre 2020, bien avant ce dimanche fatidique de juin 2024 qui a tout changé. J'avais 59 ans à l'époque, et Sébastien, l'homme dont j'étais tombée amoureuse après des années de solitude, m'avait demandé quelque chose d'important. « Geneviève, ma fille Mélanie doit te rencontrer avant notre mariage. Elle doit t'accepter. C'est essentiel pour moi. » Je voyais l'espoir dans ses yeux bleus, l'espoir qu'on pourrait devenir une vraie famille. J'ai organisé un dîner au restaurant Le Chanteclair, à l'hôtel Negresco, sur la promenade des Anglais à Nice. C'était le 15 septembre 2020, un mardi soir. Le restaurant était magnifique, avec ses lustres de cristal et ses murs rouges somptueux. Mélanie est arrivée en retard de 20 minutes. Elle avait 24 ans, de longs cheveux châtains, des yeux verts perçants et portait un jean griffé avec une blouse blanche. Quand je lui ai tendu la main en souriant, elle l'a regardée pendant quelques secondes interminables avant de la serrer froidement, comme si elle touchait quelque chose de sale. « Mélanie, c'est un plaisir de finalement te rencontrer. Ton père parle tellement de toi, de ton talent en design graphique, de ton intelligence. » ai-je dit avec toute la chaleur que je pouvais rassembler. Elle a pris son verre de vin blanc, l'a bu lentement en me fixant, puis a répondu d'une voix glaciale. « Oui, il parle aussi beaucoup de vous. Mais ne vous illusionnez pas, Geneviève. Vous ne serez jamais ma mère. Jamais. Ma mère, c'est Corinne. Toujours. » Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. J'ai essayé de maintenir mon sourire. « Je ne cherche pas à remplacer ta mère, Mélanie. Je veux juste pouvoir avoir une relation respectueuse avec toi, pour le bien de nous tous. » Elle a coupé un morceau de son poisson, l'a mâché lentement, puis a lâché. « Respectueux serait que vous disparaissiez. » J'ai avalé ma douleur avec mon vin. J'ai payé l'addition ce soir-là, 127 €. Je me souviens du montant exact parce que j'ai gardé le reçu. J'ai gardé tous les reçus. À l'époque, je pensais bêtement qu'avec du temps, de la patience et de l'amour sincère, Mélanie finirait par m'accepter. Je me trompais tellement. Les mois suivants, j'ai essayé. Vraiment essayé. En octobre 2020, je l'ai aidée à déménager dans son nouvel appartement, rue Garibaldi. J'ai embauché une entreprise de déménagement, payé 890 €. Mélanie n'a même pas dit merci quand les derniers cartons sont montés au 3e étage. En décembre 2020, elle est venue me voir dans un petit café près de la mer. Nerveuse, les mains tremblantes. « J'ai besoin d'un service, mais tu ne dois rien dire à mon père. » Elle avait une dette de carte de crédit de 200 €. Les intérêts l'étranglaient. Si papa découvre ça. J'ai sorti mon chéquier et j'ai payé sans hésiter. Je pensais que c'était une façon de construire la confiance entre nous. Pour Noël 2020, je lui ai acheté des cadeaux coûteux. Un sac Chanel classique, du parfum Lancôme, un foulard Hermès. Total, 830 €. Le matin de Noël, elle a ouvert les paquets sans émotion. Comme si c'était des obligations, pas des gestes d'amour. Puis, en février 2021, elle a perdu son emploi dans une agence de publicité. Elle était sur le point d'être expulsée de son appartement pour 3 mois de loyer impayé. J'ai payé 700 € directement au propriétaire en 3 versements. Sébastien ne l'a jamais su. Mélanie me l'avait demandé, « Ne lui dis pas, il sera déçu de moi. » J'ai respecté sa demande parce que je voulais qu'elle me fasse confiance. Nous nous sommes mariés, Sébastien et moi, le 18 décembre 2021, dans une petite église élégante à Cimier, dans les collines de Nice. C'était une journée froide mais ensoleillée. Je portais une robe crème simple mais élégante, et Sébastien avait les larmes aux yeux quand je suis entrée.
Sa mère, Madame Denise, 84 ans, rayonnait de bonheur au premier rang. Mais juste à côté d'elle, Mélanie était assise en noir, pas en couleur festive comme le veut la tradition française. Son visage était fermé, ses bras croisés, et elle n'a pas souri une seule fois. Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », tout le monde a applaudi sauf elle. Elle regardait son téléphone. 4 mois après notre mariage, en avril 2022, les choses ont commencé à changer. Subtilement d'abord. Un matin, j'ai ouvert ma commode pour chercher un foulard et j'ai trouvé une photo encadrée de Corinne, l'ex-femme de Sébastien, cachée entre mes vêtements intimes. Mon cœur a bondi. « Sébastien, pourquoi cette photo est dans ma commode ?» Il est entré, confus. « Quoi ?» Je pensais avoir rangé toutes ces vieilles photos au sous-sol dans des cartons scellés. Puis 1 semaine plus tard, une autre photo de Corinne est apparue collée au miroir de notre salle de bain. Puis une autre dans mon sac de travail juste avant une réunion importante. À chaque fois, Mélanie était passée à l'appartement récemment. Elle avait les clés que Sébastien lui avait données le jour de notre mariage. Cette maison sera toujours ta maison aussi, ma chérie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une coïncidence, c'était délibéré. Mélanie me sabotait. J'ai alors décidé de me protéger. Le 28 avril 2022, j'ai installé discrètement des caméras de sécurité dans l'appartement. Petites, cachées dans des cadres, des plantes, des étagères. Si Mélanie me détruisait, j'aurais besoin de preuves. Je ne pouvais plus vivre dans ce jeu de parole contre parole. Le 12 mai 2022, mes caméras ont capturé quelque chose qui m'a glacé le sang. À 14h37 précisément, Mélanie est entrée dans notre appartement avec sa clé. Elle a regardé autour d'elle prudemment, comme un cambrioleur vérifiant qu'il est seul. Puis elle est allée vers un sac qu'elle gardait ici, contenant de vieilles affaires de famille. Elle en a sorti une photo encadrée de Corinne souriante, prise 20 ans plus tôt. Elle a regardé la photo avec une expression étrange, presque tendre, l'a embrassée délicatement, puis l'a placée délibérément dans ma commode, entre mes sous-vêtements. Ensuite, elle est sortie calmement. J'avais la preuve. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la manipulation calculée. J'ai 3 vidéos similaires, datées du 12, 18 et 25 mai 2022. Toutes montrent Mélanie plaçant stratégiquement des photos de Corinne pour créer des conflits entre Sébastien et moi. Pour me faire paraître obsédée, paranoïaque, jalouse de son ex-femme. Mais je n'ai rien dit à Sébastien. Pas encore. Je continuais à documenter, à attendre le bon moment, car je savais qu'une accusation sans preuves irréfutables me détruirait définitivement. Puis est venu octobre 2023. Un après-midi, Sébastien est entré dans mon bureau à la maison, tenant dans ses mains tremblantes sa montre Cartier-Tank, l'héritage de son père décédé Pierre Fabre, offerte pour ses 18 ans. Le verre était complètement brisé, le bracelet en cuir déchiré. Geneviève, ma montre. Ah, elle était cassée par terre dans ton bureau. Sa voix tremblait de colère contenue et de douleur profonde. Je me suis levée, horrifiée. Sébastien, je te jure sur tout ce qui est sacré, je n'ai pas touché cette montre. Je ne savais même pas qu'elle était dans mon bureau. Mais Mélanie est apparue à la porte, les yeux rougis de faux larmes fraîches. Papa, je t'avais prévenu qu'elle ne respecte rien de ce qui est important pour toi. Mais tu ne m'écoutes jamais. Cette nuit-là, j'ai vérifié les enregistrements des caméras. Le 15 octobre 2023, à 16h22, Mélanie est entrée dans mon bureau, a ouvert le tiroir de Sébastien qui se trouvait dans la même pièce, a pris la montre Cartier, l'a tenue contre la lumière en l'admirant pendant quelques secondes, puis avec un mouvement violent et délibéré, elle l'a jetée de toutes ses forces contre le sol en marbre. Le verre a explosé en 1000 morceaux. Elle a regardé les dégâts avec un sourire satisfait, puis est sortie calmement. Mon cœur battait si fort en regardant ces images que je pensais m'évanouir. Cette femme n'était pas juste hostile, elle était dangereuse. Décembre 2023 a apporté quelque chose de pire encore. La veille de Noël, j'avais appelé Madame Denise, la mère de Sébastien, à 18h30 pour confirmer notre dîner traditionnel du 25 décembre à 19h30. Nous avions parlé pendant 4 minutes et 32 secondes. J'ai le relevé téléphonique de l'opérateur Orange qui le prouve. Mais le 25 décembre, à 19h15,
15 minutes avant l'heure prévue, Madame Denise est arrivée à notre porte, tremblant de froid sous la neige légère qui tombait. Elle avait 84 ans, des problèmes cardiaques, et tenait dans ses mains gantées un cadeau soigneusement emballé dans du papier doré. Des larmes coulaient sur son visage ridé. « Geneviève, Mélanie m'a appelé plus tôt, à 19h15. Elle m'a dit que le dîner était annulé, que la famille ne me voulait plus ici, que tu avais spécifiquement demandé que je ne vienne pas. » Sa voix tremblait de douleur et de confusion. J'ai ouvert la porte rapidement, horrifiée. « Madame Denise, non! Mon Dieu! Non! Je vous ai appelé hier pour confirmer. Le dîner est maintenant, comme toujours. » Sébastien est arrivé en courant du fond de l'appartement. « Maman, qu'est-ce que tu fais dans le froid? Le dîner est maintenant. » La vieille dame nous regardait, perdue, les larmes augmentant. Mais Mélanie a dit... Nous avons découvert plus tard que Mélanie avait appelé sa grand-mère de son portable à 19h, 15 piles, numéro 0 678 452 319, et lui avait menti cruellement. Madame Denise, 84 ans, avec son cœur fragile, était restée seule devant l'immeuble dans le froid de 4 degrés pendant 32 minutes, pensant que sa famille l'avait abandonnée le soir de Noël. La cruauté psychologique envers une personne âgée. J'ai gardé tous les relevés téléphoniques officiels. Sébastien m'a regardé ce soir-là avec suspicion. Comment as-tu pu oublier de confirmer avec ma mère? Mais je n'avais rien oublié. J'avais les preuves. Je les accumulais silencieusement. Janvier 2024 a été le pire mois. Le 18 janvier, notre Golden Retriever Max, 5 ans, notre joie quotidienne, a failli mourir. Je suis rentrée du travail et l'ai trouvé inconscient sur le sol de la cuisine, bave aux lèvres, corps convulsant. Nous l'avons transporté d'urgence à la clinique vétérinaire Côte d'Azur Vétérinaire. Le docteur Bernard Rousseau, 50 ans, nous a regardés avec gravité après les examens. C'est un empoisonnement intentionnel et délibéré. Chocolat amer, hautement toxique pour les chiens, mélangé directement à sa nourriture sèche. Quelqu'un a fait ça exprès, Madame Fabre. Ce n'est pas un accident. 1 heure de plus sans traitement et nous l'aurions perdu. J'ai couvert mon visage et pleuré de façon incontrôlable. Qui pourrait faire ça à un animal innocent? Mais je savais. Dans mon cœur, je savais déjà. Le rapport toxicologique a confirmé que le chocolat avait été ajouté entre 14h et 16h. J'étais en réunion à mon entreprise Azur Architecte de 13h30 à 17h30. J'avais 5 témoins et mon badge électronique biométrique le prouvait. Sébastien était en réunion avec un client dans le centre de Nice de 14h à 18h, confirmé par son agenda électronique et ses tickets de parking. Une seule personne avait visité notre maison ce jour-là. Mélanie. Elle avait les clés. Les caméras de sécurité de l'immeuble la montraient entrant par le portail à 15h03 et sortant à 15h41. Et ma caméra intérieure dans la cuisine a capturé quelque chose d'insoutenable. À 15h17 précisément, Mélanie entre dans la cuisine, regarde autour d'elle pour s'assurer qu'elle est seule. Elle ouvre un placard spécifique, prend une grande barre de chocolat noir Lindt, 90% de cacao. Elle prend un râpe à fromage. Avec des mouvements méthodiques et calmes, elle râpe une quantité généreuse de chocolat directement sur la gamelle de croquettes de Max posée au sol. Elle mélange légèrement avec sa main. Elle lave ses mains. Elle range la râpe. Elle prend l'emballage de chocolat, va vers la poubelle, mais se ravise et met l'emballage dans son propre sac pour détruire la preuve. Elle regarde la gamelle empoisonnée. Elle sourit. Puis elle sort. Sébastien a serré Mélanie dans ses bras ce soir-là, à la clinique, pendant qu'elle pleurait théâtralement. « Papa, c'est horrible. Qui ferait une chose pareille à Max? Tu penses que Geneviève pourrait avoir fait ça? Elle a toujours été jalouse de Max. Elle disait qu'il prenait trop de ton attention. » Sébastien m'a regardé avec des yeux remplis de doute pour la première fois depuis notre mariage. « Geneviève? Est-ce vrai? As-tu dit ces choses? » J'ai crié, ma voix se brisant. « Je n'ai jamais dit ça. Sébastien, j'adore Max. Comment peux-tu la croire? » Mais la graine du doute était plantée profondément dans l'esprit de Sébastien. Je le voyais dans ses yeux quand il me regardait désormais. Une hésitation, une question silencieuse.
Mélanie gagnait la guerre psychologique qu'elle menait contre moi depuis près de 2 ans. Max a survécu miraculeusement, mais quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là. J'ai réalisé que si je ne prouvais pas mon innocence de manière irréfutable, je perdrais tout. Mon mariage, ma réputation, ma vie entière. Février 2024 a apporté une nouvelle attaque. Un soir, Sébastien est venu me voir dans le salon, tenant sa tablette avec des mains tremblantes. Son visage était pâle comme un fantôme. « Geneviève, Mélanie m'a montré quelque chose aujourd'hui, des messages. Des messages que tu lui aurais envoyés. » Il m'a tendu la tablette. J'ai lu les captures d'écran de conversations WhatsApp soi-disant envoyées par moi. Les mots me donnaient la nausée. « Tu es une parasite pathétique. Ton père serait bien mieux sans toi. Raté. Tu ne réussiras jamais rien dans la vie. Tu vis des miettes de papa. Tu as été une erreur de procréation. Ta mère aurait dû faire plus attention avec qui elle se reproduisait. Disparais de notre vie. Personne ne te veut ici. » Mon sang s'est glacé. Je n'ai jamais écrit ça. « Sébastien, regarde le numéro. Ce n'est même pas mon numéro de téléphone. » Il regardait entre moi et la tablette, confus, voulant désespérément me croire. Mais c'est ton nom, ta photo de profil. Tout est identique. J'ai essayé de rester calme malgré la panique montante. Parce qu'elle a falsifié ses messages. Il existe des applications qui créent de fausses conversations. Ce n'est pas moi. Mais Sébastien semblait épuisé, vidé. « Geneviève, tu deviens paranoïaque. » Le lendemain, j'ai contacté un expert en informatique judiciaire, M. Alain Marceau, spécialiste accrédité par le tribunal de Nice. Je lui ai payé 1 200 € pour une analyse technique complète. Son rapport de 47 pages a confirmé avec certitude absolue que les messages avaient été créés artificiellement par une application d'édition appelée Fake Chat Pro, version 3.2, téléchargée sur le téléphone Samsung Galaxy S23 de Mélanie le 28 février 2024 à 22h14. L'adresse IP d'origine du téléchargement était 87.98.154.23. L'adresse IP résidentielle fixe de l'appartement de Mélanie rue Garibaldi, numéro 47, 3e étage. Confirmé par l'opérateur Internet SFR. Les messages n'avaient jamais été envoyés. Ils n'avaient jamais existé. Ils avaient été fabriqués numériquement de toutes pièces. Mais quand j'ai essayé de montrer le rapport technique à Sébastien, il l'a à peine regardé. « Tu as dépensé 1 000 € pour prouver que ma fille ment ? Tu es obsédée, Geneviève. » Je perdais la bataille. Chaque preuve que je présentais semblait me faire paraître plus folle, plus désespérée. Mélanie jouait son rôle de victime innocente à la perfection. Puis est venu mars 2024, le coup le plus dévastateur. Un soir, vers 23h, Sébastien était dans son bureau à la maison, entouré de dizaines d'extraits bancaires imprimés éparpillés sur sa table en acajou. Son visage était détruit, ravagé par la douleur. Une bouteille de whisky à moitié vide était posée à côté de lui. Je suis entrée en robe de chambre, inquiète. « Sébastien ? Il est presque minuit. Tu travailles encore ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi, ses mains tremblaient violemment. Les transferts. 3 gros transferts sortent de mon ordinateur personnel. « Mais il y a une connexion avec ton nom, Geneviève, avec tes initiales. » Permettez-moi de faire une pause rapide pour vous demander, si cette histoire vous touche, de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à partager mon témoignage. Merci infiniment. Je me suis approchée de l'écran, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. « 50 000 €, murmurai-je horrifiée. 50 000 € ont disparu de ton compte d'entreprise. » Sébastien fixait l'écran comme hypnotisé. 3 transferts. 6 mars, 13 mars, 20 mars. Et tout pointe vers toi. Ma voix est devenue aiguë. C'est impossible. Je n'ai même pas accès au compte de l'entreprise. Comment aurais-je pu faire ça? À ce moment précis, la porte s'est ouverte. Mélanie est entrée sans frapper. Elle avait toujours ses clés.
Son visage affichait une fausse inquiétude parfaitement jouée. « Papa, oncle Jean-Paul m'a dit que quelque chose n'allait pas. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sébastien lui a montré l'écran d'une main tremblante. 50 000 €, volés, et tout pointe vert. Il m'a regardé avec une douleur et une trahison si profonde dans les yeux que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Mélanie a couru entourer son père de ses bras. « Papa, je suis tellement désolée. J'ai essayé de te prévenir à son sujet depuis le début. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu n'as jamais voulu voir. » Sébastien m'a regardé, des larmes coulant sur son visage pour la première fois depuis que je le connaissais. « Je t'ai fait confiance avec tout, avec mon cœur, avec ma vie, avec mon entreprise. » Sa voix s'est brisée complètement. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. C'était fini. Sans preuve concrète et irréfutable, j'allais perdre tout. Mon mariage de 2 ans et demi avec l'homme que j'aimais profondément. Ma réputation dans la communauté, ma dignité, ma santé mentale, tout. Cette nuit-là, allongée dans notre lit pendant que Sébastien dormait sur le canapé pour la première fois depuis notre mariage, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, 15 avril 2024, j'ai contacté un investigateur privé. Pas n'importe lequel. Laurent Chevalier, de l'agence Sentinelle, rue de France à Nice. Ex-détective de la police nationale de Nice avec 25 ans de service impeccable, spécialisé en fraude numérique et crimes financiers. Son bureau était discret et sophistiqué, avec des meubles en cuir marron, des étagères remplies de livres de droit et des diplômes encadrés sur les murs. Monsieur Chevalier, 50 ans, cheveux grisonnants peignés vers l'arrière, costume bleu marine impeccable, yeux bleus perçants, m'a écouté pendant 2 heures sans m'interrompre. Quand j'ai fini mon récit, il a dit calmement « Madame Fabre, je comprends parfaitement votre situation délicate. Je vois des cas comme celui-ci plus souvent que je ne le devrais malheureusement. Mais pour construire un dossier solide et inattaquable juridiquement, je vais avoir besoin de transparence totale et d'accès sans restriction à tous vos documents, historiques, mots de passe, tout. » J'ai posé sur sa table une épaisse chemise que j'avais préparée avec détermination. « Voici tout, monsieur Chevalier. Extrait bancaire des 3 dernières années, relevé téléphonique complet, mots de passe de tous mes comptes, accès à l'appartement, vidéo des caméras de sécurité, reçu de tous mes achats, tout. Je n'ai rien fait de mal. Et je vais le prouver, quel qu'en soit le prix. » Laurent Chevalier a ouvert ma chemise et a parcouru les documents avec des yeux professionnels habitués à détecter les détails. Il a levé les yeux vers moi avec une expression de respect. « Madame Fabre, vous avez déjà commencé à documenter. C'est excellent. Très peu de gens ont cette présence d'esprit dans des situations aussi émotionnellement chargées. » J'ai répondu d'une voix que j'ai essayé de garder stable. « J'ai commencé il y a 2 ans, monsieur Chevalier. Depuis avril 2022, quand j'ai compris que j'étais systématiquement sabotée, quand j'ai réalisé que sans preuve concrète, je serais détruite. » Il a hoché la tête lentement. « Vous êtes une femme très intelligente, madame. Donnez-moi 45 jours. Je vais découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. » Les 47 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Pendant que Laurent Chevalier menait son enquête discrète et approfondie, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je souriais à Sébastien au petit déjeuner, même si nous parlions à peine. Je préparais ses plats préférés. Je faisais semblant que tout allait bien alors que notre mariage se désintégrait lentement comme du papier mouillé. Mélanie visitait régulièrement, jouant toujours son rôle de fille inquiète et aimante. Elle me regardait parfois avec un petit sourire satisfait quand Sébastien ne regardait pas. Un sourire qui disait « J'ai gagné ». Mais pendant ce temps, méthodiquement, patiemment, je construisais mon dossier. Chaque soir, après que Sébastien s'endormait, je descendais dans mon bureau et j'organisais. Des documents imprimés et plastifiés. Des divisions colorées. Bleu pour les aides financières, rouge pour les sabotages, noir pour les crimes graves. Des étiquettes dactylographiées, des post-it avec des notes, des tampons officiels, des certificats d'authenticité. Tout était classé chronologiquement avec une précision obsessionnelle. Chaque mensonge de Mélanie documenté,
chaque preuve cataloguée, chaque moment de cruauté enregistré avec date, heure et contexte complet. Le rapport de Laurent Chevalier est arrivé le 2 juin 2024. 63 pages dactylographiées, avec le sceau officiel de l'agence, des photos, des documents annexés, des analyses techniques détaillées. Quand je l'ai lu dans mon bureau, les mains tremblantes, tournant page après page de preuves irréfutables, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de validation. J'avais la vérité. Toute la vérité. Documentée, prouvée, inattaquable. Les 3 transferts de 50 000 € au total avaient effectivement été effectués depuis l'ordinateur portable personnel MacBook Pro de Sébastien, modèle 2022, numéro de série confirmé. Mais ils avaient été faits à distance depuis l'appartement de Mélanie rue Garibaldi, où elle avait accès régulier au laptop de son père pendant ses visites hebdomadaires chaque mercredi. Le premier transfert, 6 mars 2024, 21h15 38 montant 18 000 €. Les caméras de sécurité de l'immeuble résidentiel de Mélanie montraient Sébastien entrant à 18h50 et sortant à 20h10. À 21h15, heure exacte du transfert, Sébastien était à la maison avec moi. Nous avions dîné ensemble. J'avais 14 photos numériques horodatées et géolocalisées du dîner que j'avais préparé, prises par mon iPhone avec GPS activé, montrant notre position exacte dans l'appartement. Le deuxième transfert, 13 mars 2024, 22h03 montant 15 000 €. Sébastien était sorti de l'immeuble de Mélanie à 19h50. Il était rentré à la maison à 20h15. Nous avions regardé un film sur Netflix, Anatomie d'une chute. L'historique complet de visualisation du compte Netflix montrait début 20h37, fin 22h51. Le troisième transfert, 20 mars 2024, 23h40 55 montant 17 000 €. Sébastien dormait. J'avais l'enregistrement de notre caméra de sécurité interne de la chambre montrant nous deux dans le lit, endormis. Je n'ai pas montré ces images intimes à qui que ce soit, sauf à l'investigateur, mais le code temporel officiel suffisait comme preuve. Comment Mélanie avait-elle réussi à faire ces transferts? La réponse était simple et dévastatrice. L'investigateur Chevalier avait découvert que Sébastien gardait ses mots de passe notés dans un agenda exécutif en cuir marron Moleskine rangé dans le deuxième tiroir de son bureau. Sur le téléphone portable de Mélanie, obtenu légalement avec un mandat judiciaire que l'avocat que j'avais engagé avait réussi à obtenir, on avait trouvé 8 photos des pages de cet agenda montrant tous les mots de passe importants. Les photos avaient été prises le 28 février 2024 à 19h23 dans l'appartement de Mélanie. Les métadonnées des photos le confirmaient sans aucun doute possible. Avec ces mots de passe, Mélanie avait accédé à distance au laptop de Sébastien, qui restait souvent chez elle après ses visites hebdomadaires, utilisant son profil personnel et avait effectué les transferts. L'argent volé avait été transféré vers un compte offshore à la Banque Panama International, succursale de Panama City. Le nom du compte, Monsieur M. Fabre Investments. Mélanie Marie Fabre. La banque panaméenne avait confirmé via documentation officielle, requise par l'avocat international que j'avais également engagé pour 1 800 €, l'identité de la titulaire du compte par passeport français numéro 24 DS 89653, émis à Nice le 12 août 2019. Le passeport de Mélanie Marie Fabre. Copie certifiée et apostillée incluse dans le dossier. J'avais tout. Absolument tout. Chaque mensonge exposé. Chaque crime documenté. Chaque manipulation prouvée. Il ne me restait plus qu'à choisir le moment parfait pour révéler la vérité. Un moment où toute la famille serait réunie. Un moment où Mélanie se sentirait en sécurité, confiante, victorieuse. Un moment où elle baisserait enfin complètement sa garde et montrerait son vrai visage devant témoins. J'ai décidé que ce serait un dimanche, le dimanche 16 juin 2024. J'ai envoyé des invitations à toute la famille pour un déjeuner spécial à notre appartement. Jean-Paul et Antoine, les frères de Sébastien, leurs épouses Valérie et Marie, Madame Denise, la mère de Sébastien, et bien sûr, Mélanie. J'ai dit que c'était pour célébrer l'été, la famille, l'amour. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit.
J'ai passé la semaine précédente à préparer minutieusement. J'ai acheté un nouveau smartphone, un iPhone 13 Pro, spécifiquement pour enregistrer en mode vidéo cachée. Je l'ai testé plusieurs fois pour être sûr que la batterie tiendrait au moins 3 heures et que l'audio serait clair. J'ai relu mon dossier entier 3 fois, mémorisant chaque détail, chaque date, chaque chiffre. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. Une seule hésitation et Mélanie trouverait une échappatoire. Le matin du 16 juin 2024, je me suis réveillée à 6 heures. Le soleil se levait sur la Méditerranée, peignant le ciel de rose et d'or. J'ai préparé la bouillabaisse traditionnelle de la Côte d'Azur, la soupe de poisson que Sébastien adorait depuis son enfance, celle que Madame Denise m'avait enseignée avec patience et affection. Le safran, l'ail, les tomates, le fenouil. J'ai mis la table avec notre porcelaine fine de Limoges blanche, les couverts en argent hérités de la famille de Sébastien, les verres en cristal, un bouquet de lavande fraîche coupé le matin même dans un vase au centre. Tout était parfait. Élégant, paisible. Personne n'aurait pu deviner la tempête qui allait éclater. À 12h45, les invités ont commencé à arriver. Jean-Paul et Antoine sont venus ensemble, portant du vin rouge de Bordeaux et des fleurs. Leurs épouses Valérie et Marie m'ont embrassé sur les joues avec chaleur. Madame Denise est arrivée dans une élégante robe lavande, son collier de perles, ses cheveux blancs parfaitement coiffés en chignon. Elle m'a serré dans ses bras. Geneviève, ma chère, merci de nous réunir tous. La famille est tellement importante. J'ai souri, gardant mon secret enfoui profondément. Mélanie est arrivée la dernière, à 13h05, en retard comme toujours. Elle portait une robe rouge corail ajustée, ses longs cheveux châtains ondulés, un maquillage impeccable avec un rouge à lèvres sombre. Ses yeux verts m'ont scruté avec cette intensité familière, calculatrice, prédatrice. Pendant que tout le monde s'installait dans le salon avec des apéritifs, je suis allée dans mon bureau. J'ai pris le smartphone que j'avais préparé et je l'ai discrètement placé sur une étagère de la salle à manger, caché derrière des livres, mais avec l'objectif de la caméra dirigé parfaitement vers la table. J'ai lancé l'enregistrement vidéo. Puis j'ai pris la chemise en cuir noir épaisse, celle que j'avais passé des semaines à perfectionner, et je l'ai cachée dans le cellier, prête à être récupérée au moment crucial. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que quelqu'un l'entende, mais j'ai respiré profondément et je suis retournée vers mes invités avec un sourire calme. Nous nous sommes assis à table à 13h15. Sébastien était à un bout, moi à l'autre. Mélanie s'est positionnée stratégiquement entre son père et sa grand-mère. J'ai servi la bouillabaisse fumante dans des bols en céramique blanche. L'odeur du safran et de l'ail emplissait la pièce. Les conversations étaient polies mais tendues. Tout le monde pouvait sentir la tension invisible qui flottait dans l'air, comme de l'électricité statique avant un orage. Jean-Paul parlait de son travail. Valérie commentait la décoration de l'appartement. Madame Denise me complimentait sur la soupe. Mais Mélanie restait silencieuse, me regardant fixement, son téléphone à la main, nerveuse. Elle savait que quelque chose était différent aujourd'hui. Elle le sentait. Puis elle a parlé, sa voix artificiellement douce et sucrée. « Belle-mère, c'est absolument délicieux. Vous êtes vraiment talentueuse en cuisine. Le safran est parfait. Où avez-vous appris à faire une bouillabaisse aussi authentique ?» J'ai répondu poliment, ma voix calme malgré mon cœur qui martelait. « Merci. Mélanie, c'est Madame Denise qui m'a enseigné la recette de famille. » Madame Denise a souri légèrement. Mélanie a ajouté, faussement intéressée, « Comme c'est charmant ?» Le silence est retombé, lourd, suffocant. Les cuillères tintaient contre la céramique. Personne ne parlait vraiment. Tous mangeaient mécaniquement, sentant l'orage approcher sans comprendre d'où il viendrait. Après la soupe, j'ai commencé à débarrasser les bols. Mélanie s'est levée brusquement de sa chaise, faisant grincer les pieds sur le parquet. « Laissez-moi vous aider à débarrasser avant le plat principal. » Elle a pris son grand verre de jus de framboise naturel, rouge intense comme du sang. Elle s'est approchée de moi alors que je tendais les mains pour prendre des bols vides. Et là, dans un mouvement qui semblait accidentel mais que mes yeux entraînés ont reconnu comme parfaitement calculé, Mélanie a trébuché sur absolument rien. Le sol était plat. Il n'y avait aucun obstacle.
Mais elle a fait semblant de perdre l'équilibre et a renversé tout le contenu du verre, un demi-litre de jus rouge épais, directement sur mon robe Chanel blanche immaculée, le cadeau d'anniversaire de mes 60 ans que Sébastien m'avait offert, qui avait coûté 4 500 €. Le liquide rouge sombre s'est répandu sur le tissu blanc comme du sang frais, créant d'énormes taches sur mes genoux, ma poitrine, ma jupe. Je me suis levée par réflexe. « Mélanie !» Elle a pris une serviette, son visage affichant une expression exagérément horrifiée. « Oh mon Dieu, oh non, pardon, pardon, je suis tellement maladroite, quelle horreur !» Elle a commencé à frotter la tache avec la serviette, mais cela ne faisait qu'empirer, étalant le rouge partout. « Votre magnifique robe, je suis tellement désolée. » Tout le monde regardait, mal à l'aise. Jean-Paul a dit « Ce sont des accidents qui arrivent ». Valérie a ajouté « On peut peut-être la nettoyer au pressing ». Mais je savais, ce n'était pas un accident. C'était le début de son spectacle final. Puis l'atmosphère dans la pièce a changé radicalement. L'air est devenu lourd, épais, difficile à respirer. Mélanie, dans un mouvement soudain et choquant qui a figé tout le monde sur place, a saisi le couteau à viande avec le manche en bois qui était posé sur la table. Tous se sont immobilisés instantanément. Jean-Paul a dit d'une voix tendue « Mélanie, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ?» Mais elle n'a pas répondu. Sans hésitation, sans un mot, elle a fait 2 coupures délibérées, superficielles mais sanglantes et parfaitement visibles, une sur chaque avant-bras. La lame a tranché la peau. Le sang rouge vif a jailli immédiatement, coulant en rivières écarlates. Des gouttes tombaient sur le sol en marbre blanc comme de la peinture. Les cris d'horreur ont explosé dans la salle. Sébastien s'est levé si rapidement qu'il a renversé sa chaise qui est tombée avec fracas. « Mélanie, qu'est-ce que tu fais ?» Madame Denise a couvert sa bouche avec sa main gantée, un cri étouffé s'échappant. « Mon Dieu, ma petite !» Valérie a crié. « Quelqu'un appelle une ambulance !» Marie avait les larmes aux yeux, pétrifiée. Antoine et Jean-Paul étaient debout, choqués, ne sachant pas quoi faire. Mélanie s'est tournée vers moi d'un mouvement théâtral et dramatique parfaitement calculé. Des larmes, réelles ou méticuleusement fabriquées, coulaient sur son visage maquillé, faisant couler son mascara. Ses bras ensanglantés étaient tendus vers moi comme une accusation vivante. Elle a hurlé, sa voix déchirée, hystérique, remplie d'une émotion qui semblait authentique. « Je n'en peux plus. Tu es un monstre. Je ne te supporte plus. » Elle pointait son doigt ensanglanté directement vers moi comme une arme mortelle. Le sang continuait de couler, formant des flaques sur le marbre. « Elle me bat quand tu n'es pas à la maison, papa. Elle m'humilie, elle me traite de parasite. Elle a volé ton argent et a essayé de me faire accuser à sa place. Elle a empoisonné Max. Regarde. Regarde ce qu'elle m'oblige à faire pour enfin attirer ton attention, pour que tu m'écoutes enfin. » Elle sanglotait maintenant, son corps entier tremblant, le sang maculant sa robe rouge corail, dégoulinant sur le sol. Tous les regards, absolument tous, se sont tournés lentement vers moi. Le silence était assourdissant. On entendait seulement le son des gouttes de sang tombant sur le marbre. Tic, 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 et au loin, une mouette qui criait. Antoine a murmuré, choqué. « Geneviève, ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Valérie a chuchoté à Marie, mais suffisamment fort pour que tout le monde entende. « Mon Dieu, j'ai toujours trouvé qu'elle était un peu froide. Distante, mais battre Mélanie. » Marie a ajouté. « Et voler l'argent de l'entreprise. » Jean-Paul regardait son frère, Sébastien. « Tu savais quelque chose ?» Sébastien me regardait, ses yeux remplis de larmes, de confusion, de douleur si profonde que j'ai cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Il ouvrait la bouche pour parler, mais aucun son ne sortait. Madame Denise pleurait silencieusement, tenant sa poitrine là où son cœur fragile battait. Mélanie continuait de sangloter dramatiquement, ses bras levés, le sang coulant entre ses doigts. C'était le moment où elle pensait avoir gagné définitivement. Le moment où toute la famille me condamnerait sans appel. Le moment parfait pour la vérité. Je suis restée immobile pendant ce qui a semblé une éternité, mais n'était probablement que quelques secondes. Puis j'ai respiré profondément. Une fois,
2 fois. Lentement, avec des mouvements délibérés et contrôlés, je me suis levé de ma chaise. Un sourire est apparu sur mes lèvres. Pas un sourire de joie, pas un sourire de victoire. Un sourire délicat, presque triste, mélancolique, résigné. Il n'y avait pas de colère sur mon visage, pas de désespoir, pas de peur, seulement une calme absolue, presque surnaturelle, comme l'œil d'un ouragan. J'ai dit d'une voix basse, mais parfaitement claire qui apportait dans toute la pièce silencieuse « Excusez-moi un instant ». Puis je suis sorti de la salle à manger. Mes talons claquaient sur le parquet, résonnant dans le silence. Je suis allé dans le couloir. J'ai ouvert la porte du cellier, le son des gonds qui grincent. J'ai pris ce que j'avais préparé. La chemise en cuir noir épaisse, le smartphone enregistreur. Mes mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. J'étais au-delà de la peur. J'étais dans un état de clarté absolue. Je suis revenu dans la salle à manger. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Mélanie tenait toujours ses bras ensanglantés, sa respiration lourde et théâtrale. Je me suis approché de la table. J'ai posé la chemise en cuir noir et le smartphone sur la nappe blanche en lin avec un son sourd et lourd qui a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Tude. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Tous regardaient ces 2 objets comme s'ils étaient des bombes sur le point d'exploser. J'ai ouvert la chemise lentement, méthodiquement. À l'intérieur, des dizaines et des dizaines de documents parfaitement organisés avec des divisions colorées, bleues, rouges, vertes, jaunes, noires. Des étiquettes dactylographiées, des post-it avec des notes manuscrites, des tampons officiels, des sceaux d'authentification, des certificats. Tout était classé avec une précision obsessionnelle, chirurgicale. J'ai regardé directement dans les yeux verts de Mélanie sans cligner. Ma voix était ferme, cristalline, puissante. Mélanie, tu as été très, très créative au cours de ces 4 dernières années. Très. Je te félicite pour ton imagination débordante, pour ta persistance remarquable, pour ta dédication totale à ta cause. Mais j'ai fait une pause dramatique. Moi aussi, j'ai été soigneuse, très soigneuse. J'ai pris la première section de documents, celle avec l'étiquette bleue où était écrit en lettres noires « Aide financière 2020-2021 ». J'ai commencé à lire à voix haute, méthodiquement, sans émotion, comme un procureur présentant des preuves devant un tribunal. 15 septembre 2020. Première rencontre avec Mélanie Marie Fabre, alors âgée de 24 ans, au restaurant Le Chanteclair, hôtel Negresco, promenade des Anglais, Nice. Objectif: faire connaissance avec la fille de l'homme que j'aimais avant notre mariage. Addition du dîner, 127 €. J'ai payé. Voici le reçu avec la date, l'heure exacte et ma signature. J'ai montré le reçu plastifié avec le tampon officiel du restaurant. Tous se sont penchés pour regarder. J'ai continué. 22 octobre 2020. J'ai engagé l'entreprise de Déménagement Côte d'Azur pour transférer les affaires de Mélanie vers son appartement loué rue Garibaldi, numéro 47, 3e étage. Facture numéro 4782, 890 €. La voici, tamponnée et certifiée. J'ai montré le document officiel. Jean-Paul a murmuré. Elle ne nous a jamais dit que tu l'avais aidée. J'ai tourné une page. 15 décembre 2020. Virement bancaire de 3 200 € de mon compte personnel. Crédit agricole vers le compte de Mélanie à la Société Générale pour payer sa dette de carte de crédit Visa qu'elle cachait à Sébastien. Relevé bancaire avec date, heure et numéro d'opération. J'ai montré l'extrait bancaire avec un surlignage jaune. Décembre 2020. Cadeau de Noël pour Mélanie. Sac Chanel classique, modèle 2.55 en cuir noir, parfum Lancôme, La vie est belle, 100 ml, foulard en soie Hermès. Total dépensé, 830 €. Reçu des Galeries Lafayette, tous avec mon nom et prénom. Les voici. J'ai montré 3 reçus plastifiés. Valérie a chuchoté 830 € en cadeau. J'ai continué sans m'arrêter. Février 2021. Mélanie a perdu son emploi à l'agence de publicité Créa Vision suite à des coupes budgétaires. Elle était sur le point d'être expulsée pour 3 mois de loyer impayé.
J'ai payé 2700 € directement au propriétaire, Monsieur Alain Dupont. 3 virements bancaires les 12, 19 et 26 février. Voici les 3 preuves. Sébastien a murmuré d'une voix basse, découvrant tout cela pour la première fois. « Geneviève, tu ne m'as jamais rien dit de tout ça. » Je l'ai regardée avec tendresse, malgré la situation. Parce qu'elle m'a demandé de ne rien te dire, mon amour. Elle a dit que tu serais déçu d'elle, que tu avais déjà tellement de soucis, qu'elle ne voulait pas être un fardeau supplémentaire. Et j'ai respecté sa demande parce que je voulais qu'elle me fasse confiance, je voulais construire un pont entre nous. J'ai tourné vers la section suivante, beaucoup plus volumineuse, avec une étiquette rouge vif, sabotage, preuve documentée. Mais alors, Mélanie, les choses ont radicalement changé. Avril 2022. Tous se sont penchés involontairement en avant. 28 avril 2022. J'ai installé des caméras de sécurité discrètes dans l'appartement après que des photos de Corinne Bertrand aient commencé à apparaître mystérieusement partout dans la maison, dans le miroir de la salle de bain, dans ma commode de sous-vêtements, dans mon sac de travail avant des réunions importantes. J'ai sorti une tablette de la chemise, je l'ai allumée et connectée à notre grand téléviseur accroché au mur. Caméra de sécurité, angle du salon, 12 mai 2022, 14h37. Sur le grand écran, tout le monde a pu voir en haute définition Mélanie entrant dans notre appartement avec sa clé, regardant prudemment autour d'elle, allant vers un sac, sortant une photo encadrée de Corinne souriante, la regardant avec tendresse, l'embrassant, puis la plaçant délibérément dans ma commode. Ensuite, elle sortait calmement avec un sourire satisfait. Les halètements collectifs ont rempli la pièce. Antoine s'est exclamé « Mon Dieu !» Marie avait la main sur sa bouche. J'ai dit calmement « J'ai 3 vidéos similaires, datées des 12, 18 et 25 mai 2022. Toutes montrent Mélanie plaçant des photos de Corinne intentionnellement dans des endroits stratégiques pour créer des conflits entre Sébastien et moi. Pour me faire paraître obsessive, paranoïaque, jalouse de son ex-femme. J'ai reproduit les 3 vidéos en accéléré. Tout le monde regardait en silence, horrifié. Mélanie commençait à pâlir dangereusement, le sang continuant de couler de ses bras, mais elle ne semblait même plus s'en rendre compte. J'ai tourné vers une autre section. Étiquette rouge brillante, destruction de propriété. 15 octobre 2023. La montre Cartier Tank de Sébastien, héritage émotionnel de son père décédé Pierre Fabre, cadeau donné pour son 18e anniversaire, apparaît mystérieusement brisée, verre complètement éclaté, sur le sol de mon bureau. J'ai regardé Sébastien, dont les larmes commençaient à couler. Caméra de sécurité du bureau, 15 octobre 2023, 16h22. J'ai reproduit la vidéo sur le grand écran. Tout le monde a regardé, pétrifié, Mélanie entrant dans le bureau, ouvrant le tiroir de Sébastien, prenant la précieuse montre Cartier, la tenant contre la lumière en l'admirant, puis avec un mouvement violent et délibéré, la jetant de toutes ses forces contre le sol en marbre. Crash! Le verre explosait en 1000 fragments. Elle regardait les dégâts avec satisfaction, souriait, puis sortait tranquillement. Le silence était absolu, pesant comme du plomb fondu. Sébastien s'est levé lentement, sa voix brisée en 1000 morceaux. La montre de mon père. Mélanie. La montre de mon père. Des larmes coulaient abondamment sur son visage. Madame Denise pleurait. La montre de Pierre. Elle a détruit la montre de Pierre, mon pauvre mari. J'ai dit simplement « Vidéo authentifiée avec code temporel officiel. Impossible à falsifier. » J'ai tourné vers la section suivante. Étiquette rouge sombre. Maltraitance de personnes âgées. 24 décembre 2023, veille de Noël. J'ai appelé Madame Denise Fabre à 18h30 pour confirmer notre dîner de Noël du 25 décembre à 19h30. Relevé officiel de l'opérateur téléphonique Orange, ligne fixe vers ligne fixe. Durée de l'appel, 4 minutes et 32 secondes. Voici le document tamponné. J'ai montré le papier officiel avec le logo Orange. Mais à 19h15 du 25 décembre, 15 minutes avant l'heure prévue du dîner, Mélanie a appelé Madame Denise depuis son portable, numéro 06784529,
et lui a faussement informé que le dîner était annulé, que la famille ne la voulait plus, que moi spécifiquement j'avais demandé qu'elle ne vienne pas. J'ai montré un second document officiel, relevé de l'appel de Mélanie, 25 décembre 2023, 19h15 32 secondes. Durée, 2 minutes 8 secondes. Numéro d'origine, le portable de Mélanie. Voici le document de l'opérateur SFR. J'ai regardé Madame Denise qui pleurait silencieusement. Ma voix s'est brisée légèrement pour la première fois. Madame Denise, 84 ans, avec des antécédents de problèmes cardiaques, est restée seule devant l'immeuble dans le froid de 4 degrés Celsius, la neige tombant, pendant 32 minutes, tenant un cadeau de Noël emballé avec amour, pensant qu'elle avait été abandonnée par sa famille le soir de Noël. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Madame Denise sanglotait. Je pensais que personne ne m'aimait plus. J'ai ajouté calmement, cruauté psychologique envers une personne âgée vulnérable. Crime prévu par le Code pénal français, article 223-3. J'ai tourné vers la section encore plus épaisse. Étiquette noire. Tentative d'homicide sur animal. 18 janvier 2024. Max, notre Golden Retriever de 5 ans, a failli mourir par empoisonnement intentionnel. Chocolat amer à 90% de cacao, hautement toxique pour les chiens, mélangé à sa nourriture sèche. J'ai montré le rapport vétérinaire officiel complet avec tampon. Rapport du docteur Bernard Rousseau, vétérinaire licencié, clinique Côte d'Azur vétérinaire. Analyse toxicologique confirme, chocolat ajouté entre 14h et 16h. Quantité, environ 200 grammes, suffisant pour tuer un chien de ce gabarit. J'ai montré les pages techniques avec graphique. J'étais en réunion physique à l'entreprise Azur Architecte de 13h30 à 17h30. J'ai 5 témoins oculaires et mon badge électronique biométrique le prouve. J'ai montré les documents tamponnés. Sébastien était en réunion avec un client dans le centre de Nice de 14h à 18h, confirmé par son agenda électronique et ses reçus de parking. J'ai montré les documents. Mélanie a visité notre maison ce jour-là, seule. Elle avait les clés. Les caméras de sécurité de l'immeuble la montrent entrant par le portail principal à 15h, 3 minutes et sortant à 15h, 41 minutes. J'ai montré les images de caméras externes avec code temporel. Caméra de sécurité interne de la cuisine, 18 janvier 2024, 15h, 17 minutes. J'ai reproduit la vidéo. Sur le grand écran, tout le monde a regardé, complètement horrifié, le silence absolu dans la pièce. Mélanie entrant dans la cuisine, vérifiant qu'elle était seule, ouvrant un placard, prenant une énorme barre de chocolat noir Lindt, prenant une râpe à fromage, râpant méthodiquement une quantité généreuse de chocolat directement sur la gamelle de Max, mélangeant avec sa main, lavant ses mains, rangeant la râpe, prenant l'emballage de chocolat et le mettant dans son propre sac pour détruire la preuve, puis regardant la gamelle empoisonnée, souriant, sortant. Valérie a murmuré d'une voix tremblante. « C'est un monstre. Elle est un monstre. » Jean-Paul a ajouté « Essayez de tuer un animal innocent. » J'ai dit calmement « Max a survécu par miracle. 1 heure de plus sans traitement vétérinaire d'urgence et il serait mort dans d'atroces souffrances. » J'ai tourné vers la section suivante. Étiquette orange, falsification de documents numériques. Février 2024. Mélanie présente à Sébastien des conversations WhatsApp prétendument envoyées par moi contenant des insultes graves, des humiliations psychologiques, des menaces. J'ai montré les captures d'écran des faux messages. J'ai engagé un expert judiciaire en criminalistique numérique, M. Alain Marceau, spécialiste accrédité par le tribunal de Nice. J'ai montré le rapport technique volumineux de 47 pages avec sceau officiel. Le rapport d'expertise technique prouve avec certitude de 100%. Les messages ont été créés artificiellement par une application d'édition appelée Fake Chat Pro, version 3.2, téléchargée sur le téléphone portable Samsung Galaxy S23 de Mélanie le 28 février 2024 à 22h14. J'ai montré les pages techniques avec code, analyse de métadonnées, adresse IP d'origine du téléchargement de l'application.
87.98.154.23. L'adresse IP résidentielle fixe de l'appartement de Mélanie rue Garibaldi, numéro 47, 3e étage. Confirmé par l'opérateur Internet SFR. J'ai montré le document technique officiel. Les messages n'ont jamais été envoyés. Ils n'ont jamais existé. Ils ont été fabriqués numériquement de toutes pièces pour me détruire. Tout le monde regardait Mélanie qui tremblait maintenant violemment. Sébastien s'est levé complètement, sa voix détruite. « Mélanie, tu as menti. Tu as tout fabriqué. Absolument tout. » J'ai dit « Et maintenant ?» J'ai pris la section la plus volumineuse de toutes. Étiquette rouge sang. Fraude financière, vol qualifié. L'argent. Tous se sont penchés encore plus. La tension dans la pièce était si intense que l'air semblait manquer. Mars 2024. 50 000 € disparaissent du compte professionnel de Sébastien en 3 virements distincts. Initialement, les preuves semblaient pointer vers moi. J'ai fait une pause dramatique, laissant le suspense s'installer. Le 15 avril 2024, j'ai engagé un investigateur privé, Laurent Chevalier, ex-détective de la police nationale de Nice avec 25 ans de service impeccable, spécialiste en fraude numérique et crimes financiers. Agence Sentinelle, rue de France. J'ai montré le rapport officiel d'enquête de 63 pages avec le sceau de l'agence, des photos, des documents annexés, des analyses détaillées. Rapport complet de Monsieur Chevalier après une enquête exhaustive de 47 jours. J'ai commencé à lire méthodiquement, ma voix claire et ferme. Les 3 virements ont été effectués depuis l'ordinateur portable personnel MacBook Pro de Sébastien, modèle 2022, numéro de série confirmé. Exact, Metz. J'ai fait une pause. Ils ont été effectués à distance depuis l'appartement de Mélanie rue Garibaldi, où elle avait un accès régulier à l'ordinateur de Sébastien pendant ses visites hebdomadaires chaque mercredi. J'ai montré les journaux techniques d'accès système. Premier virement, 6 mars 2024, 21h15 38 secondes, montant 18 000 €. Les caméras de sécurité de l'immeuble résidentiel de Mélanie montrent Sébastien entrant à 18h50 et sortant à 20h10. J'ai montré les captures d'écran des caméras avec code temporel. À 21h15, heure exacte du virement, Sébastien était à la maison avec moi. Nous avons dîné ensemble. J'ai 14 photos numériques horodatées et géolocalisées du dîner que j'ai préparé, prises par mon iPhone avec GPS activé, montrant notre position exacte dans l'appartement. J'ai montré les photos en séquence sur l'écran. Table mise, Sébastien souriant, plat, bouteille de vin, horloge murale affichant 21h12, 21h19, 21h24. Deuxième virement, 13 mars 2024, 22h03 12 secondes. Montant, 15 000 €. Sébastien est sorti de l'immeuble de Mélanie à 19h50. Il était rentré à la maison à 20h15. Nous avons regardé un film sur Netflix, Anatomie d'une chute. Voici l'historique complet de visionnage du compte Netflix avec horaire précis. Début 20h37, fin 22h51. J'ai montré la capture d'écran officielle du compte Netflix avec code temporel. Troisième virement, 20 mars 2024, 23h40 55 secondes. Montant, 17 000 €. Sébastien dormait profondément. J'ai l'enregistrement de notre caméra de sécurité interne de la chambre, nous montrant tous les deux dans le lit, endormis. Je n'ai pas reproduit la vidéo par respect de notre intimité, mais j'ai montré la capture d'écran du code temporel de la caméra. Comment Mélanie a-t-elle réussi à effectuer ces virements, simplement? J'ai pris une sous-section. Mélanie avait un accès physique au bureau de Sébastien dans son appartement pendant ses visites hebdomadaires. L'investigateur Chevalier a découvert que Sébastien conservait ses mots de passe notés dans un agenda exécutif en cuir marron Moleskine, rangé dans le 2e tiroir de son bureau. Sébastien est devenu pâle comme un mort. Sur le téléphone portable de Mélanie, obtenu légalement avec un mandat judiciaire que l'avocat que j'ai engagé a réussi à obtenir du tribunal, ont été trouvées 8 photographies des pages de l'agenda montrant tous les mots de passe importants. Les photos ont été prises le 28 février 2024 à 19h23 dans l'appartement de Mélanie.
J'ai montré les captures d'écran des photos trouvées sur le téléphone de Mélanie, avec toutes les métadonnées visibles prouvant la date, l'heure et le lieu. Avec ces mots de passe, Mélanie a accédé à distance à l'ordinateur de Sébastien, qui restait souvent chez elle, en utilisant son profil personnel, et a effectué les 3 virements frauduleux. J'ai montré l'analyse technique détaillée des journaux d'accès. L'argent volé a été transféré vers un compte bancaire offshore à la banque Panama International, succursale de Panama City. J'ai montré les documents bancaires officiels authentifiés et apostillés. Nom du compte, Monsieur M. Fabre Investments, Mélanie Marie Fabre. Tous ont allaité collectivement. La banque panaméenne a confirmé, via documentation officielle requise par l'avocat international que j'ai également engagé, l'identité de la titulaire du compte par passeport français numéro 24 DS 89653 émis à Nice le 12 août 2019. J'ai montré la copie certifiée conforme et apostillée du passeport de Mélanie avec sa photographie parfaitement visible. Le passeport de Mélanie Marie Fabre, preuve irréfutable et incontestable. Le silence était si profond, si absolu, qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Personne ne respirait, personne ne bougeait, comme des statues de marbre figées pour l'éternité. Mélanie était debout, complètement pétrifiée, son corps tremblant de convulsions incontrôlables. Le sang continuait de couler de ses bras, formant maintenant une petite flaque rouge sur le marbre blanc immaculé, mais elle ne semblait même plus s'en rendre compte. Son visage était blanc comme du papier, ses yeux écarquillés, sa bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. Le masque qu'elle avait porté pendant 4 années entières était complètement, irrémédiablement, définitivement tombé et brisé en 1000 morceaux. J'ai dit calmement, et finalement. J'ai pris le smartphone qui était sur la table. Ce téléphone portable, un iPhone 13 Pro que j'ai acheté spécifiquement pour ce but précis, a enregistré en mode vidéo caché depuis l'arrivée de tous les invités aujourd'hui, de 12h45 jusqu'à ce moment exact. 1h52 d'enregistrement continu et ininterrompu. Il a enregistré absolument tout, chaque parole prononcée, chaque geste effectué, chaque action commise. J'ai connecté le smartphone au téléviseur, y compris. J'ai reproduit les 7 dernières minutes de la vidéo. Sur le grand écran, tout le monde a regardé en temps réel, dans un silence de mort absolu. Mélanie renversant délibérément le jus de framboise rouge sur ma robe blanche Chanel. Puis, avec une expression complètement froide, calculée, vide de toute émotion réelle, prenant le couteau à viande de la table. Son regard était vide, mécanique. Elle a fait les 2 coupures sur ses propres bras avec une précision presque chirurgicale, superficielle, juste assez pour saigner dramatiquement, mais pas assez pour causer de réels dommages graves. Ensuite, fermant les yeux pendant 2 secondes, exactement comme une actrice professionnelle se préparant mentalement pour une scène importante, et finalement les rouvrant déjà remplis de larmes parfaitement fabriquées, hurlant théâtralement avec une performance digne d'un Oscar, pointant vers moi avec accusation. La vidéo s'est terminée exactement au moment présent. Personne ne parlait. Personne ne se déplaçait. Le temps lui-même semblait s'être arrêté complètement. On entendait seulement le son lointain d'une mouette criant au-dessus de la mer Méditerranée. Le son des gouttes de sang de Mélanie tombant sur le marbre. Tic, tic, tic. Comme une horloge marquant la fin d'une époque. La fin d'un mensonge. La fin d'une guerre silencieuse qui avait duré 4 années entières et qui se terminait enfin, maintenant, dans cette salle à manger, inondée de lumière dorée méditerranéenne, un dimanche après-midi de juin 2024. Sébastien s'est levé si lentement qu'il semblait se déplacer au ralenti. Sa chaise est tombée en arrière avec un fracas retentissant qui a fait sursauter tout le monde. Sa voix était complètement détruite, brisée en millions de fragments microscopiques par une douleur si profonde qu'elle semblait venir du centre même de son âme. Mélanie, ma fille, ma petite fille. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Des larmes coulaient abondamment, inondant son visage, mouillant sa chemise en lin bleu clair. Sa voix montait, tremblait, se brisait. 4 ans! 4 années complètes de mensonges systématiques. Tu as empoisonné notre chien innocent qui ne t'avait rien fait. Tu as humilié ma mère de 84 ans le soir de Noël dans le froid.
Tu as détruit la montre irremplaçable de mon père décédé. Tu as volé 50 000 € de l'entreprise familiale. Tu as presque détruit mon mariage avec la femme que j'aime profondément. Tu as essayé de me faire croire que Geneviève était un monstre. Pourquoi? Au nom de Dieu, pourquoi? Mélanie ne répondait pas. Elle restait debout, tremblant comme une feuille dans une tempête, son corps entier secoué de spasmes incontrôlables. Le sang continuait de couler de ses bras, formant maintenant des rivières écarlates qui serpentaient sur sa peau pâle. Sa respiration était irrégulière, saccadée, comme si elle ne pouvait plus contrôler ses propres poumons. Antoine s'est levé brusquement, pointant Mélanie avec colère. « Réponds à ton père, immédiatement !» Jean-Paul a crié aussi. « Tu nous as tous trompés. Tu as menti à toute la famille pendant des années. » Valérie pleurait ouvertement maintenant. « Comment as-tu pu faire ça à Geneviève? Elle t'a tellement aidé. » Marie secouait la tête, horrifiée, incapable de trouver les mots. Le silence s'est prolongé. Long, pesant, insoutenable. On entendait seulement les sanglots de Mélanie, le son d'une mouette distante criant au-dessus de la mer, les vagues qui se brisaient doucement sur la plage en contrebas. Puis soudainement, comme un volcan entrant en éruption violente après des années de pression accumulée, Mélanie a explosé. Elle est tombée à genoux sur le sol en marbre, les bras toujours ensanglantés, tendus vers le ciel, sa voix déchirée, primitive, animale, remplie d'une douleur et d'une rage qui semblaient venir des profondeurs les plus sombres de son être. « Parce que tu l'as choisie, tu as choisi elle plutôt que maman, plutôt que nous, plutôt que moi. » Elle criait maintenant sans retenue, son corps se tordant sur le sol comme possédé. « Tu as détruit notre famille. Toi et maman, vous êtes divorcés et vous avez détruit ma vie entière, ma maison, mon enfance, tout ce que j'avais, tout ce que je connaissais, tout. » Sébastien a répondu, sa voix brisée mais ferme, luttant pour contrôler ses émotions débordantes. « Ta mère et moi, nous sommes divorcés 2 ans avant que je rencontre Geneviève. 2 ans, complets. Nous ne nous aimions plus depuis longtemps, Mélanie, depuis des années. Ce n'était pas la faute de Geneviève, ce n'était pas sa faute. » Mélanie hurlait maintenant hystériquement, son mascara coulant en rivière noire sur son visage déformé par la rage et le chagrin. « Mais vous auriez de revenir l'un vers l'autre. Vous auriez dû essayer encore. Aller en thérapie de couple. Vous battre pour notre famille, pour moi, pour notre maison, pour nos traditions, pour tout ce que nous étions. » Sébastien a crié, sa patience finalement épuisée après des années de manipulation. « Nous avons essayé. Pendant des années, nous avons essayé, Mélanie. Tu étais enfant, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu les disputes silencieuses? Les nuits où ta mère et moi dormions dans des chambres séparées. Les thérapies que nous avons faites en secret pour ne pas t'inquiéter. Mais l'amour s'était éteint. Les gens grandissent, parfois séparément. Cela arrive dans la vie. C'est douloureux, mais c'est la réalité. » Mélanie sanglotait convulsivement, frappant le sol de ses poings. « Non, non, tu aurais dû aimer maman pour toujours. Pour toujours. C'est ce que tu as promis devant Dieu. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu as menti, tu as tout détruit. » Sébastien a essayé d'approcher, mais Mélanie a reculé comme un animal blessé. « Ne me touche pas, tu as choisi cette femme plutôt que ta propre fille. » J'ai parlé alors, ma voix calme mais puissante, traversant le chaos émotionnel comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. « Mélanie. » Tous se sont tournés vers moi. J'ai continué, ma voix tremblant légèrement mais restant ferme. Ton père avait le droit d'être heureux, de recommencer sa vie, de trouver l'amour à nouveau après des années de mariage malheureux. Je n'ai rien volé de toi. Je n'ai pas détruit ta famille. Ton père et ta mère ont détruit leur propre mariage des années avant que j'apparaisse dans sa vie. C'est leur histoire, pas la mienne. J'ai fait une pause, sentant mes propres larmes monter pour la première fois depuis le début de cette confrontation. J'ai essayé de t'aimer, Mélanie, vraiment essayé, t'accueillir dans ma vie, t'aider financièrement quand tu en avais besoin, t'inclure dans notre nouvelle famille, te traiter comme une fille, ou du moins comme une belle-fille respectée et chérie. J'ai payé tes dettes sans jamais te juger. Je t'ai aidé quand tu as perdu ton emploi. J'ai acheté des cadeaux coûteux. J'ai fait des dîners spéciaux. J'ai écouté tes histoires.
tout ce qu'une mère ou une belle-mère aimante devrait faire pour quelqu'un qu'elle aime. Ma voix s'est brisée maintenant, les larmes coulant librement sur mon visage. Mais toi, tu m'as transformé en monstre dans ta tête pour justifier ta haine irrationnelle. Tu m'as torturé psychologiquement pendant 4 années entières, jour après jour, mensonge après mensonge. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale. Tu m'as fait pleurer seule dans la salle de bain à 3 heures du matin, regardant mon reflet dans le miroir, me demandant si j'étais vraiment une personne mauvaise, cruelle, indigne d'amour. Tu m'as fait croire que j'étais folle. Les larmes coulaient maintenant abondamment, 4 ans de douleurs réprimées sortant enfin. Tu as presque réussi à tout détruire. Mon mariage avec l'homme que j'aime plus que ma propre vie, ma santé mentale, ma réputation dans cette communauté, ma dignité, mon existence entière, presque. Si je n'avais pas commencé à documenter, à me protéger, à rassembler des preuves, tu aurais gagné. Et je serais maintenant seule, détruite, abandonnée, avec tout le monde croyant que je suis un monstre. Madame Denise s'est levée avec difficulté, s'appuyant sur sa canne, sa voix tremblante mais étonnamment ferme pour une femme de 84 ans qui avait vécu tant de choses. Mélanie, ma petite fille, mon trésor depuis ta naissance. Je t'aime depuis que je t'ai tenue dans mes bras quand tu avais seulement 2 heures de vie. Je t'ai regardé grandir. J'ai célébré chacun de tes anniversaires, chacune de tes réussites. Mais ce que tu as fait... Elle a secoué sa tête blanche, des larmes coulant sur son visage ridé par le temps et l'expérience. C'est absolument impardonnable, complètement impardonnable. Elle a marché lentement vers moi, chaque pas nécessitant un effort visible, et a pris mes mains dans les siennes, froides et tremblantes, mais remplies de tendresse sincère. Cette femme! Madame Denise a regardé dans mes yeux avec une profondeur émotionnelle qui m'a fait pleurer encore plus. Cette femme n'a rien fait d'autre que d'essayer de t'aimer sincèrement. Elle a essayé de construire un pont entre vous deux, un pont d'amour, de respect, de famille. Et toi, tu as craché dessus. Tu l'as torturée mentalement. Tu as essayé activement de la détruire. Elle s'est tournée vers Mélanie, sa voix durcissant malgré son âge avancé. Ton père avait le droit absolu de recommencer sa vie après son divorce, d'être heureux après des années de mariage sans amour. Et toi, tu as choisi la cruauté plutôt que l'acceptation. Tu as choisi la vengeance plutôt que la guérison. Tu as choisi la haine plutôt que l'amour. Sébastien a respiré profondément, essayant de rassembler les fragments brisés de son courage. Sa voix était finale, décisive, portant un poids qu'aucun père ne devrait jamais avoir à porter. Sors, sors de cette maison, maintenant, immédiatement. Mélanie a levé les yeux, son visage dévasté, incrédule. Papa. Non. Elle a commencé à ramper vers lui sur le sol, laissant des traces de sang sur le marbre blanc. Papa, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. J'ai fait tout ça pour toi, pour maman, pour sauver notre famille. Je voulais juste récupérer notre famille. Sébastien a reculé, secouant la tête avec une fermeté douloureuse. Non. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour toi, pour ton égoïsme, pour ton incapacité pathologique à accepter que la vie continue, que les gens changent, que l'amour se termine parfois, que les adultes ont le droit d'être heureux, même si cela bouleverse les plans que tu avais imaginés. Il a respiré profondément, ses mains tremblaient, mais sa voix était de plus en plus ferme. Va-t'en, et ne reviens pas avant d'être prête pour la vérité. Pour une thérapie profonde et sérieuse, pour le pardon réel, pour un changement authentique et durable de comportement. Mélanie pleurait, agrippant les jambes de son père. « Papa, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Sébastien a crié pour la première fois de sa vie, sa voix résonnant contre les murs, maintenant. « Va-t'en maintenant !» Mélanie, toujours ensanglantée, a pris son sac Louis Vuitton avec des mains tremblant violemment. Le sang tachait le cuir beige coûteux. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié, un soutien, quelqu'un qui la défendrait. Mais personne ne bougeait vers elle. Personne. Tous la regardaient avec un mélange de choc profond, de déception immense, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du dégoût. Mélanie m'a regardé une dernière et longue fois,
Ses yeux verts, autrefois si beaux et maintenant remplis de larmes, de rage, de défaite, de honte, me fixaient comme si elle essayait de graver ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Sa voix était à peine audible, brisée, un simple murmure. « Tu as gagné. Tu es satisfaite maintenant ?» J'ai répondu, ma propre voix épuisée, vidée de toute émotion, sauf une tristesse profonde et sincère. « Non, Mélanie, personne n'a gagné ici aujourd'hui. Nous avons tous perdu quelque chose de précieux. Moi, ma tranquillité d'esprit pendant 4 ans. Toi, ta famille et ta dignité. Sébastien, sa confiance et son innocence. Tout le monde a perdu. Je voulais juste que tu me laisses t'aimer comme une fille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Mélanie a tourné le dos, sanglotant de façon incontrôlable, et est sortie de la salle à manger en courant, laissant derrière elle un long traîné de gouttes de sang sur le parquet en bois clair et le marbre blanc. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. Slam! Elle a claqué avec une force qui a fait trembler les murs et vibrer les fenêtres, comme un coup de tonnerre, marquant la fin d'une tempête dévastatrice. Puis, le silence. Un silence absolu, lourd, suffocant, presque tangible, a enveloppé la pièce comme un brouillard dense et étouffant. On entendait seulement les sons lointains et apaisants de la vie continuant normalement à l'extérieur. Le trafic sur la promenade des Anglais en contrebas. Une mouette criant mélancoliquement au-dessus de la mer Méditerranée. Les vagues qui se brisaient rythmiquement et éternellement sur la plage de Galets. Une brise chaude d'été entrait par les fenêtres ouvertes, faisant bouger doucement les rideaux blancs en lin, apportant l'odeur salée de la mer et le parfum sucré de la lavande des balcons voisins. La vie continuait dehors, indifférente au drame qui venait de se dérouler dans cet appartement élégant. Alors, lentement, comme un bâtiment ancien s'effondrant pierre par pierre, Sébastien a complètement désabé. Ses genoux ont cédé. Il s'est laissé tomber sur sa chaise en bois, a enfoui son visage dans ses grandes mains tremblantes, et a pleuré. Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer, comme un enfant perdu dans l'obscurité. Des sanglots profonds, gutturaux, venant du plus profond de son âme blessée, déchirée, trahie par sa propre fille qu'il aimait plus que tout au monde. Son corps entier tremblait, ses épaules se soulevaient et s'abaissaient de façon spasmodique. J'ai hésité pendant quelques secondes qui m'ont semblé durer des heures entières. Mon cœur me disait d'aller vers lui, mais mon esprit blessé me retenait. Puis la compassion, l'amour, le pardon ont gagné. Je me suis approché lentement, prudemment, comme on approche un animal blessé qui pourrait avoir peur. J'ai posé ma main délicatement sur son épaule qui tremblait sous ma paume. Il a sursauté légèrement au contact, mais ne s'est pas éloigné. J'ai murmuré doucement, tendrement. « Je suis désolée, mon amour. Tellement désolée que tu aies dû vivre ça. » Sébastien a levé son visage ravagé par les larmes vers moi, ses yeux rouges et gonflés débordant de douleur, de culpabilité, de remords. J'aurais dû te croire. Depuis le tout début, depuis le premier jour, depuis la première accusation, j'aurais dû voir. J'ai été tellement aveugle, tellement faible. Je t'ai laissé souffrir pendant des années à cause de ma lâcheté. Je suis tellement désolée, tellement. Sa voix s'est complètement brisée. J'ai posé mes 2 mains sur son visage mouillé, le forçant gentiment à me regarder dans les yeux. « Chut, ne dis pas ça. Ce n'était pas ta faute. Elle est ta fille. Tu l'aimes inconditionnellement. C'est naturel de lui faire confiance. C'est naturel de vouloir croire le meilleur d'elle. Tu es un bon père. Ce n'était pas ta faute. » Madame Denise s'est levée lentement de sa chaise, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois sculpté. Elle a marché vers moi avec difficulté, chaque pas nécessitant un effort visible et douloureux pour son corps âgé de 84 ans. Arrivée devant moi, elle a lâché sa canne qui est tombée sur le sol avec un bruit sec, et avec ses mains tremblantes et froides, elle m'a embrassé fort, me serrant contre sa poitrine fragile, comme si elle essayait de me protéger rétroactivement de toute la douleur passée. Des larmes coulaient sur son visage ridé par les années. « Pardonne-nous, Geneviève.
Pardonne-moi surtout. Nous avons tous échoué terriblement avec toi. Nous t'avons jugé sans preuve. Nous avons douté de toi. Nous t'avons fait souffrir en silence pendant que cet enfant te détruisait méthodiquement. Je suis tellement honteuse. Tellement. Un par un, lentement, comme une procession silencieuse et solennelle, tous les membres de la famille se sont levés. Antoine s'est approché le premier, puis Jean-Paul, puis Valérie, puis Marie. Tous ont marché vers moi, tous m'ont embrassé, tous ont pleuré. Antoine a dit d'une voix rauque et cassée, « Nous sommes désolés, tellement profondément désolés, nous sommes si honteux de ne pas t'avoir cru. » Jean-Paul a ajouté, essuyant ses propres larmes, « Tu es une femme incroyablement forte, Geneviève, plus forte que nous tous réunis, plus digne, plus courageuse. Tu mérites tellement mieux que ce que nous t'avons donné. » Valérie sanglotait ouvertement. « Comment as-tu réussi à supporter tout ça en silence, toute seule, pendant des années? Je n'aurais jamais pu, jamais. » Et moi, finalement, après 4 années de retenue forcée, de contrôle constant, de force simulée, j'ai permis à mes défenses de tomber complètement. J'ai pleuré, vraiment pleuré. 4 ans de douleurs réprimées, de nuits blanches, de doutes torturants, de solitude écrasante, de peur constante, tout est sorti en un torrent de larmes silencieuses mais abondantes. Mon corps tremblait. Mes jambes pouvaient à peine me soutenir. Mais j'étais entourée. Entourée d'une famille qui m'embrassait. Entourée de personnes qui croyaient enfin en moi. Entourée d'amour. Finalement comprise. Finalement vue. Finalement validée. Finalement libre du cauchemar qui avait été ma vie depuis décembre 2021. Les semaines et les mois qui ont suivi ce dimanche apocalyptique du 16 juin 2024 ont été étranges. La vie a continué, mais tout était différent. Sébastien et moi avons commencé une thérapie de couple pour réparer les dommages causés par 4 années de manipulation et de mensonges. Nous avons parlé pendant des heures, pleuré ensemble, reconstruit lentement la confiance qui avait été si cruellement érodée. Max, notre Golden Retriever survivant, ne quittait plus mon côté, comme s'il savait que j'avais besoin de sa présence réconfortante et de son amour inconditionnel. 2 mois plus tard, en août 2024, alors que le soleil couchant peignait le ciel de Nice en nuances impossibles d'orange, de rose et de violet, la sonnette a retenti. 2 coups timides, hésitants, comme un enfant demandant la permission d'entrer. Sébastien a ouvert la porte. C'était Mélanie. Mais une Mélanie différente. Transformée. Ses cheveux étaient coupés courts, à hauteur des épaules. Pas de maquillage. Des vêtements simples. Jeans et chemise blanche basique. Les cicatrices sur ses avant-bras étaient visibles, guéries mais permanentes, rappel constant de ce jour terrible. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la conscience, à du remords réel. Je suis entrée dans le salon depuis la terrasse où j'arrosais mes plantes de lavande. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte. Mélanie était assise sur le canapé, les mains jointes nerveusement. Elle a levé les yeux vers moi mais ne pouvait pas soutenir mon regard. « Geneviève, puis-je te parler s'il te plaît ?» Sa voix était si différente. Petite, humble, brisée. J'ai hésité longuement. Sébastien me regardait avec des yeux suppliants. J'ai respiré profondément et me suis assise sur la chaise en face d'elle, pas à côté. La distance maintenue. « Je t'écoute. » Mélanie a parlé pendant presque 1 heure. Elle m'a raconté sa thérapie intensive 2 fois par semaine avec la docteure Isabelle Laurent. Comment elle avait enfin réalisé qu'elle n'avait jamais accepté le divorce de ses parents, qu'elle avait projeté toute sa colère, toute sa douleur, toute sa rage sur moi parce que j'étais une cible facile, que rien de ce qu'elle avait fait n'était ma faute. Elle a pleuré en racontant sa conversation avec Corinne, sa mère, qui lui avait confirmé que le mariage était mort depuis longtemps. Puis, elle m'a regardé enfin dans les yeux et a dit les mots que j'attendais, mais que je ne pensais jamais entendre. « Me pardonnes-tu » J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, magnifique, éternel, indifférent à nos drames humains. J'ai répondu doucement mais fermement. « Non, Mélanie, pas encore.
Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, pas demain. Peut-être jamais, comme tu l'espères. Tu es bienvenue ici pour voir ton père, mais comme sa fille, pas comme la mienne. Cette porte est fermée. 2 ans ont passé depuis ce jour. Nous sommes maintenant en décembre 2024. C'est la veille de Noël. L'appartement est décoré de lumière douce et de décorations dorées. Mélanie est présente au dîner familial. Elle vient régulièrement maintenant. Elle a changé, vraiment. Mais entre nous, il y a toujours cette distance. Polie, respectueuse, mais pas intime. Nous travaillons côte à côte dans la cuisine, préparant la tarte aux pommes traditionnelle. Mais nous ne rions pas ensemble. Nous ne partageons pas de secrets. Les cicatrices sont là, invisibles mais palpables. Ce soir, tard, seul dans mon bureau, j'écris cette lettre finale. Une lettre que je ne lui donnerai peut-être jamais. Ou peut-être un jour, quand elle sera vraiment prête. Mélanie, 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce dimanche de juin qui a changé nos vies pour toujours. Je t'ai pardonné, pour me libérer moi-même. Pas pour t'absoudre. Car le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas la restauration, c'est la libération. Tu m'as appris les limites, la dignité, la protection de soi, que certains amours ont besoin de murs pour exister. Tu es bienvenue ici, mais jamais plus dans mon cœur sans protection. Et c'est suffisant, pour nous deux. Avec respect mais sans espoir, Geneviève. Je scelle la lettre. Je la range dans mon tiroir. Je marche vers la fenêtre. Nice scintille sous la neige rare de Noël. Je souris. Un sourire de paix, de force, de survie. Je murmure dans la nuit, je suis libre. Et je le suis. Finalement. Complètement. Dignement. Libre.